moi, l'université, ça m'a donné une claque. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ah, en fait, je suis auteur. Pour faire simple, c'est une histoire d'une adolescente qui va rencontrer le surnaturel, qui va devenir du coup un peu naturel dans sa vie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur chez les autrices. Pour parler de ce sujet, j'ai invité ma cousine Daphné qui viendra présenter un petit peu son parcours, présenter un petit peu comment est-ce qu'elle en est venue à écrire des romans. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Daphné, je te laisse un petit peu te présenter à la communauté, même si tu es déjà venue sur ma chaîne. Alors moi c'est Daphné Zaleski, j'ai 26 ans et ça fait presque 2 ans que j'écris des histoires. Donc t'écris des histoires, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel type d'histoire t'écris? D'abord j'ai commencé avec un premier roman qui est de la fantaisie, un peu du mystère. Ça se dit pas. Je recommence. J'ai commencé avec de la fantaisie. J'ai publié mon premier roman qui s'appelle Les Gardiens des Daenerys cette année-ci. Et puis après, j'ai penché vers plus du thriller et du mystère. Et je suis en train de préparer mon roman qui va bientôt sortir qui s'appelle Le Pacte. Ok, alors si je t'ai choisi, c'est parce que je voulais vraiment parler du syndrome de l'imposteur. Je sais que c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup d'étudiants et ça peut également toucher les personnes dans leurs emplois. C'est principalement, je trouve, dans des métiers qui sont un peu moins reconnus, un peu moins valorisés dans la société, comme le fait d'être communicant ou, comme toi, le fait d'être auteur. Et du coup, moi, je voulais savoir un petit peu comment t'en es venue à devenir autrice, parce que voilà, tu es autrice, il faut dire les termes. Du coup, quel est un petit peu ton parcours pour en être arrivé là et finalement, comment est-ce que le syndrome de l'imposteur s'est un peu glissé dans ce parcours-là? Malheureusement, je pense que ça a été un peu naturel. Faut savoir que moi, je viens pas du milieu littéraire. Enfin, j'ai fait des études littéraires, mais avant ça, moi, mon rêve, c'était d'être médecin. En secondaire, j'avais fait l'option sciences de la 3e jusqu'à la 6e à l'Areto. Après, bon, on avait la question de savoir ce qu'on voulait faire plus tard et il fallait aller à l'UNIF. Cette fameuse question. Cette fameuse question qui stresse tout le monde. Et moi, ça m'a stressée pendant toute ma réto. J'étais là, je savais pas quoi faire. Je n'avais que comme idée d'étudier les langues. Et je voulais être bilingue en anglais. C'est pour ça que quand je suis arrivée l'année suivante à l'université, je me suis inscrite un peu par hasard. Pas par hasard, mais c'est comme si j'avais pioché quoi dans la liste et j'ai pris l'option langue et littérature des modernes, donc c'était anglais et français et là j'avais des cours de littérature, de langue, tout ça. Le truc c'est que ça me plaisait pas du tout, mais il y avait toute cette partie en anglais, j'étais obligée de le faire. Donc je l'ai fait, j'ai tenu 4 ans et après j'ai fait un master en communication multilingue, donc en 2 ans et après j'étais un peu coincée. Aïe, encore un choix pour une personne indécise. Mais à chaque fois, il y a des choix dans la vie, à chaque fois, je suis en panique. J'arrive à cette fameuse décision, à savoir je fais quoi. Et c'est vrai qu'avec mes études, j'étais un peu fatiguée et c'était la période Covid. Il y avait un peu cette routine qui s'était installée, le fait que j'aimais rester à la maison, vu qu'on était confinés. Et que même quand on n'était plus confinés, il fallait quand même rester à la maison parce que j'avais très peu de cours déjà de 1. Et de 2, les cours étaient souvent donnés en ligne. Donc la plupart de mes journées, je les passais chez moi. En tant qu'introvertie, c'était vraiment le rêve. Je sais que pour les personnes qui sont un peu plus extraverties, elles ont un peu plus de mal, elles ont besoin de sortir, mais moi c'est tout l'inverse. Aussi j'avais fait un stage en communication, ça m'a appris beaucoup de choses, mais il y avait vraiment cette idée de j'ai envie de travailler pour moi parce que j'ai vraiment cette difficulté à aller travailler pour les autres. J'aime donner de mon temps, mais je voulais vraiment essayer de créer quelque chose. Je me suis dit bon, là t'as fini. T'es plus à l'université, t'as du temps pour toi et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une année pour moi. Pendant cette année sabbatique que l'idée d'écrire une histoire m'est venue en tête et c'est devenu à partir de là en fait un défi. Quand j'ai écrit mon livre, donc c'était Les Gardiens des Daenerys, je m'étais pas mise dans la tête tu le fais parce que tu vas devenir auteur. J'ai vraiment écrit ça comme ça, avec les bases que j'avais. Quand j'ai eu terminé de l'écrire, ma mère qui m'a dit mais pourquoi tu le publies pas? Et moi j'étais là, la moula. Si tu veux devenir riche, deviens pas auteur. Vraiment, on n'est pas tous des J.K. Rowling, donc on se calme. C'est à partir de ce moment-là où le syndrome de l'imposteur est né.
si je publie un livre, ça voudrait dire que je deviendrais auteur. Dans ma tête, c'était pas possible. J'avais fait tout ça avec du sérieux, certes, mais c'était pas quelque chose où je m'étais dit, ok, t'es écrivain. Je me disais, j'écris un livre, mais je me disais pas, je suis écrivain. Il y a une différence là-dedans. De passer à quelqu'un qui écrit pour soi, à publier un livre et devenir auteur, pour moi, c'était compliqué et j'avais vraiment cette difficulté à aller vendre mon livre, dire aux autres, allez-y, achetez mon livre, parce que si, parce que ça. C'est parti d'une passion, et puis la passion, ou en tout cas un défi, s'est transformé en passion. Avec la passion, pourquoi ne pas la concrétiser et essayer d'en faire un métier? Et tu penses pas que ces croyances et ces pensées limitantes de devenir auteur et de vraiment incarner cette profession, elles viennent pas un petit peu de ton introversion? Le fait de pas directement t'être dit je suis auteur, je suis autrice, mais d'avoir juste fait le truc comme ça et qu'après de t'être lancé, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le fait d'avoir vraiment concrétisé ton livre dans le secret, c'est pas forcément un secret, mais je veux dire que le fait d'avoir concrétisé ce livre-là chez toi, dans ta bulle, sans forcément en parler directement et le clamer, oui, j'écris un livre. Est-ce que tu penses pas que c'est de là où est venu un petit peu ce syndrome de l'imposteur? Je pense qu'il y a un peu de ça, parce que c'était moi et mon livre. Il n'y avait rien de concret par rapport au reste. Il y a un peu de ça, le fait que... Je sais pas vraiment si c'est de l'introversion, s'il y a vraiment... Le fait que je sois introvertie rentre dans cette case. Je pense que c'est plutôt le monde du livre. Même si j'ai fait des études littéraires, je me sentais pas légitime. Je me sentais pas légitime de publier un livre. Parce qu'à l'université, on voit des grands auteurs, on lit Victor Hugo, Rousseau, tout ça. On lit pas des livres d'aujourd'hui. Et surtout, en fait, ce syndrome, je l'ai à cause du fait que je me sentais pas à ma place. Quand j'étais à l'université et qu'on voyait tous ces grands auteurs, ça m'intéressait pas. Ils écrivaient de belles choses, mais pour moi, c'était pas mon truc. Moi, mon truc, c'était les mangas. Et à l'université, je considère que c'est très élitiste. C'est très prestigieux. Et un manga, une bande dessinée japonaise qui vient d'un autre continent, c'est pas du tout prestigieux aux yeux de l'académie. Donc moi j'arrive avec mon petit bagage de animé, j'aime Son Goku, Naruto et tout ça, et après on voit du Shakespeare et tout ça. Ça te freine. Donc j'étudiais sans vraiment... Bon, je découvrais, mais je me sentais pas à ma place. Et après, quand j'ai écrit mon livre, je l'ai écrit avec toutes des influences d'animé et de manga. Pas d'auteurs connus ou même peu connus, ou même des auteurs actuels. C'est ça qui m'a freinée, parce que je me disais, en fait, les gens, ils aiment pas les animés. Dans la littérature, les animés, ou en tout cas les mangas, ça rentre pas dans la littérature. Donc comment je vais aller vendre des livres à des gens d'aujourd'hui alors que eux préfèrent lire des Rousseau et tout ça? En fait, j'étais vraiment déconnectée de la réalité, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui aiment aussi des mangas. Moi, à l'université, ça m'a donné une claque. Moi, aller vendre un livre alors que je ne rentre pas du tout dans la case prestige que moi je pensais. Mais même dans ta manière de parler, tu dis ce sont des grands auteurs, donc directement il y a un petit peu cette pensée limitante de se dire que le reste c'est un peu plus petit. Non, en fait je dis pas ça comme ça. Oui, mais on retrouve, enfin je pense que tu le penses pas comme ça, mais on retrouve un petit peu ces mots, ces termes là de pensée limitante et de ce syndrome de l'imposteur finalement, qui sont vraiment ancrés dans ta pensée. Mais je pense que c'est dans la pensée de tout le monde, parce que nous on nous a présenté comme ça. On nous disait, oui, voilà, c'était des grands auteurs. On étudie les grands auteurs. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, les auteurs actuels sont des petits auteurs. C'est pas du tout, c'est pas un rapport... générationnel. Voilà, c'est pas ça. C'est juste pour un peu contextualiser. Alors certes, oui, peut-être dans ma tête, ce sont des grands auteurs, mais je ne limite pas les autres personnes en disant que voilà, parce qu'il y avait les auteurs du passé, bah maintenant les auteurs d'aujourd'hui sont des petits auteurs. Je les vois pas du tout comme ça. On a toujours cette tendance à parler, comme tu as dit, de ces auteurs-là comme étant des grands auteurs, des personnes qui ont marqué l'histoire. À l'heure actuelle, les prochaines générations vont également étudier ces mêmes auteurs-là, et du coup les nouveaux auteurs, ils vont un petit peu passer à la trappe. Vraiment,
personnellement en termes de littérature. Je lis plus des romances ou alors des thrillers, du policier, etc. Mais dans ces catégories-là, par exemple on va prendre la romance, c'est jamais arrivé qu'à l'école on va présenter ces catégories-là. Après ça rentre dans un programme, etc. Mais le fait qu'on montre qu'une seule catégorie d'auteur, ça peut aussi brider ta conception d'être autrice et finalement te créer des pensées limitantes, alors qu'au final, si on t'avait pas dit voilà ce sont les grands auteurs et eux c'est le reste, peut-être que tu aurais vu les choses différemment. Peut-être aussi le fait que ça peut être contradictoire, mais je n'aimais pas lire quand j'étais plus jeune. Je trouvais que c'était barbant. C'est mon prof de 5e primaire qui m'a fait aimer lire parce qu'il avait une bibliothèque avec des bandes dessinées, des romans, et on était un peu obligés de lire, mais en même temps il y avait un grand choix de lecture et c'est ça qui m'a poussée à lire. Je sais qu'on en avait parlé. À la base, je me disais bon, la lecture c'est pas si important que ça. Tant que t'as l'idée en tête, tout va bien. Mais non, ça se passe pas comme ça. Ce que j'ai remarqué quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais pas confiance en moi. Et c'est là où aussi le syndrome de l'imposteur est arrivé parce que je ne savais pas comment en fait écrire telle ou telle chose. C'était par rapport à la construction par exemple des phrases. J'écris beaucoup et j'ai écrit un mémoire et tout ça, donc je sais comment on écrit, mais quand... Comment tu vas écrire un mémoire, ça sera pas la même chose que comment tu vas écrire un ouvrage. Ouais. J'avais des connaissances, mais je n'avais pas vraiment les connaissances pour écrire un livre. Il y a plein de choses techniques dans l'écriture que je n'avais pas connaissance à la base, et c'est ça qui, moi, m'a freinée, je pense, au départ. Quand j'ai écrit Le Pacte, donc ici mon deuxième livre, je faisais de la bêta-lecture. La bêta-lecture, pour faire simple, c'est le fait de lire un manuscrit qui a été écrit de A à Z. Enfin, tu le lis et tu vas guider la personne à savoir s'il y a telle ou telle chose qui sont mauvaises, s'il y a telle ou telle chose que tu peux changer. C'est un peu superviser le travail d'un autre auteur. C'est vraiment un regard extérieur apporté à un manuscrit pour l'améliorer. Quand j'ai écrit mon deuxième roman, que je faisais de la bêta-lecture, c'est là où je me suis rendu compte de plein de choses. On a tous des styles différents d'écriture, des choses que je faisais qui étaient mauvaises, et donc quand je l'ai vu chez les autres, ça m'a permis de me corriger moi. Il y avait des choses qui étaient bien faites chez les autres, donc ça m'a un peu inspirée aussi. C'est pas aller copier la personne, mais c'est grandir en voyant ce que les autres font. Aller étudier d'autres œuvres, ça te permet aussi de t'améliorer et de progresser dans ton écriture. Et par rapport aux pensées limitantes, oui, les croyances limitantes. En tout cas, c'est par rapport à ça où moi j'ai grandi en tant qu'auteur, et que petit à petit, le syndrome de l'imposteur, il a disparu. À l'heure actuelle, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis du fait d'être autrice? Ça t'est présenté en disant voilà, j'écris des romans, etc. Je sais pas si tu as dit clairement je suis autrice. Donc il y a quand même un petit peu cette hésitation. Donc finalement, est-ce que tu as réussi à passer outre ce syndrome de l'imposteur, ou est-ce que tu es encore un peu dedans? Pour être honnête, pour moi, le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai plus. En tout cas, comment je me vois aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a disparu. C'est vraiment quand j'ai vu mon premier livre, Les Gardiens des Daenerys, quand je l'ai tenu en main, je me suis dit, ah en fait c'est quelque chose de réel. Et c'est à partir de là où, dans ma tête, je me suis dit, ah mais en fait, les gens ils vont te voir comme étant une auteure. Quand j'ai vu que c'était du concret, que c'était plus du papier, ou que c'était plus quelque chose qui était sur mon PC, mais que c'était vraiment, t'avais la couverture, t'avais le livre fait, que les gens pouvaient l'acheter demain, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah en fait je suis auteure. J'ai écrit Le Pacte dans ma tête en me disant, bah, tu le fais parce que tu es auteur. Je n'aime pas vraiment dire que je suis auteur parce que bon, je préfère dire j'écris des histoires que dire que je suis auteur, mais ça veut pas dire que c'est une pensée limitante ou que je me limite moi-même. C'est juste que je sais pas. Moi je trouve que c'est quand même une pensée limitante, mais j'ai ça aussi par rapport aux vidéos. Je dirais jamais je suis créatrice de contenu ou je suis influenceuse ou quoi. Pourtant, je dis toujours je fais des vidéos où jamais moi qui va aller dire aux personnes ah je fais des vidéos sur YouTube, etc. Tu pourrais aller voir. Non, ça va être les personnes autour de moi, ah mais elle fait des vidéos, etc. Je pense que le fait de ne pas pouvoir proclamer ouvertement je suis créatrice de contenu, c'est une croyance limitante, c'est une pensée limitante, parce que on dit peut-être que inconsciemment, je pense, si je le dis, ça veut dire que je le suis, mais moi-même, est-ce que je le suis vraiment? Il y a encore un petit peu peut-être ce doute. Peut-être inconsciemment, mais en tout cas, moi je me sens comme quelqu'un qui écrit des histoires. Oui, mais est-ce que tu te sens comme autrice? Et je me sens comme une auteure. Donc tu ne dissocies pas être... parce qu'il n'y a pas de dissociation concrètement sur le papier, mais peut-être dans ta tête, est-ce que tu dissocies pas le fait
d'écrire et d'être autrice? Ouais, je pense que dans ma tête, je me dis pas ah je suis auteur. Je me dis ah j'écris des histoires. Mais je sais que je suis auteur parce que j'écris des histoires. C'est un peu. Oui, du coup c'est ça que je disais. C'est pareil pour moi. Mais est-ce qu'on se limite en disant ça? Parce que je sais pas. Moi, pour moi, tu es créatrice de contenu, tu crées du contenu sur ta plateforme. Moi, je suis auteur parce que j'écris, mais j'aime dire que j'écris. Être auteur, c'est un titre, tu vois. Oui, c'est ça. Et au final, on se cacherait peut-être derrière cette appellation, derrière ce qu'on fait, pour pas prendre ce titre-là, d'incarner vraiment, voilà, créatrice de contenu, auteur, communicant, journaliste ou autre. Donc je pense qu'il y a quand même un peu cette petite peur de ne pas vraiment incarner 100% la profession, je crois, et c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut encore un petit peu travailler, enfin à mon sens. Peut-être que ça ne viendra jamais, hein, tu sais. Je regardais, je me souviens plus de son nom, mais il y avait une auteure qui passait à la télé, au journal. Je sais que quand elle devait se présenter, elle s'est pas présentée comme auteure. Elle disait même qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle était auteure, mais qu'elle écrivait des histoires. Je pense que c'est aussi par rapport aux métiers qui sont créatifs. Je pense qu'on a du mal parce qu'il y a c'est pas vraiment reconnu dans la société. Oui, et puis c'est un peu... Quand tu dis que t'es auteur, t'as l'impression que tu touches à un truc sacré, tu vois. L'auteur, un créateur, bon, il y en a beaucoup, mais il y en a très peu qui arrivent à s'en sortir dans ce milieu. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à poser des mots clairs et qu'on préfère donner la définition. C'est pas vraiment une question, mais personnellement, je pense que la manière avec laquelle on va parler va être une grande influence sur comment se déroulent les choses, parce que souvent on peut soi-même se limiter et du coup mettre un propre frein à sa position, parce que quand on va se dire par exemple ah moi je ne suis pas auteur, moi je ne suis pas ci, etc. Soi-même on se limite par notre parole. C'est super important la manière avec laquelle on se traite et du coup la manière avec laquelle on parle de nous. Pour moi c'est vraiment un point sur lequel on peut travailler pour justement vaincre ce syndrome de l'imposteur. Je sais pas si t'es d'accord. Je suis d'accord. De toute façon, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un travail individuel qu'il faut faire sur soi. C'est avoir confiance en soi. C'est savoir se dire que on n'arrive pas tous avec un génie magique qui nous donne toutes les clés pour réussir. Les pensées limitantes, ça vient de soi, de notre rapport vis-à-vis de nous-mêmes. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est juste de foncer. Peu importe ce que vous faites, foncez. Vous allez peut-être vous casser les dents, mais les dents vont repousser. Il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre que de faire. Et même si oui, c'est pas bon, il vaut mieux se lancer. J'ai sorti Les Gardiens des Daenerys et au départ, quand j'ai commencé à écrire le pacte, je me suis dit ah non, là j'ai mal fait, pourquoi j'ai fait ça dans Les Gardiens et tout ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de le réécrire, parce que je sais que maintenant avec mon niveau actuel, je sais que je peux améliorer mon œuvre, ma première œuvre. Mais si cette œuvre n'avait pas existé, je n'aurais jamais pu écrire le pacte. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'écrire. Votre premier livre ne sera pas le même que le dernier. On s'améliore. Le meilleur mot de la fin, je pense que c'est foncer. Peu importe ce qu'il y a devant, foncez. Et c'est beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter votre expérience si jamais vous êtes vous-même auteur, ou il n'y a pas besoin d'être auteur pour être victime du syndrome de l'imposteur. Donc si vous avez eu des expériences vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Vous pouvez venir nous suivre sur les réseaux, Instagram, TikTok. Je vais laisser Daphné présenter un petit peu sa prochaine œuvre parce qu'elle vous a parlé le pacte, mais le pacte c'est quoi franchement? Enfin, on veut savoir. C'est quoi le pacte? Mais déjà, je voulais te dire merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Je sais qu'on s'était bien amusé la première fois et puis ici c'est un nouvel exercice pour moi aussi. Donc merci du temps que tu as consacré pour moi et puis aussi de me permettre de faire un peu de promotion par rapport à mon livre. Donc qu'est-ce que le pacte? Alors le pacte c'est un thriller avec un peu de policier, beaucoup de suspense, un peu de romance. Pour faire simple, c'est une adolescente qui va faire sa rentrée, donc elle est en 5e secondaire, donc elle a 15 ans, et elle va faire un accident de voiture avec sa mère et son petit frère. Et quand elle se réveille à l'hôpital, elle rencontre un ange qui lui annonce qu'elle est dans le coma et qu'elle va décéder. Et à partir de là, il va lui proposer de passer un pacte. Je ne dis pas
Quel est le but du pacte? Quel est ce pacte en question? Pour faire simple, c'est une histoire d'une adolescente qui va rencontrer le surnaturel, qui va devenir du coup un peu naturel dans sa vie. Et au final, c'est ce binôme qui va combattre les forces du mal. Et ça sort quand finalement? Le e-book il sort le 25 novembre. Notez bien hein. Le 25 novembre pour le e-book. Et pour le brochet il sortira 2 semaines avant. Donc là j'hésite encore, j'ai encore 2 dates. Ça sera soit le 8 novembre, soit le 11 novembre. De toute façon il faut venir nous suivre sur Instagram pour avoir les dates précises. Voilà. Et il y aura une annonce. En tout cas, merci à toi, un grand merci d'être venu sur ma chaîne, d'être revenu finalement parce que c'était pas la première fois. Je vous invite encore une fois à venir nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui s'afficheront à l'écran et je mettrai toutes les informations utiles, les liens, etc., les livres, tout en barre d'infos. Merci encore à toi d'être venu. Je vous dis moi à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien.